Et maintenant, on va accueillir Madame Cécile Vinault. Vous êtes infirmière coordinatrice en EHPAD et maison d'accueil spécialisée chez ADEF Résidence. Le thème de votre intervention, c'est prendre soin, une éthique spécifique, entendre le malade, annoncer un diagnostic, partager l'impuissance, partager sans s'exposer et parler à l'entourage. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc on a déjà entendu pas mal de thèmes. Moi je vais plus être dans un partage d'expérience et un partage de réflexion. J'ai pas de diaporama, donc vous me verrez en grand écran. Sur notre pratique au quotidien. Donc actuellement je suis effectivement infirmière coordinatrice en EHPAD et en MAS, mais je viens du milieu hospitalier. Donc là depuis 1 an et demi je me rends compte justement que notre pratique à l'hôpital et notre pratique en lieu de vie est diffère. Que notre prise en charge des patients, notre prise en charge de la douleur est diffère, et du coup c'est comment on se dépatouille un petit peu de tout ça. Éthique spécifique, justement pour moi ce que je mets derrière, c'est comment on va faire au mieux, comment on va faire au moins pire avec les moyens qu'on a et avec les ressources qu'on a. Donc dans le thème il y en a énormément, il y a entendre, il y a le diagnostic, il y a l'entourage, donc je vais essayer de reprendre un petit peu point par point. Dans un premier temps, on l'a vu dans le texte de Yanis Constantinides ce matin, souvent la douleur et la souffrance sont séparées, ce qui est assez paradoxal parce que dans nos études de soignants, en fait aussi bien infirmiers que aides-soignants, je vais beaucoup parler de ces deux corps de métier ainsi que des auxiliaires de vie. On nous apprend et on nous forme à faire une prise en charge globale en fait des patients, où on va nous dire que la douleur physique, la douleur psychique, tout ça est lié, et donc on est un petit peu habitué pendant nos études à avoir ça en tête, et finalement on se rend compte que dans notre pratique quotidienne sur le terrain, on n'y arrive pas. On va être souvent focalisé soit sur la douleur physique, soit sous la douleur psychique, et il va y avoir comme une espèce de déconnexion dans notre pratique où on va pas forcément réussir à lier les deux, et du coup comment on fait? Alors, je pense que dans cette impossibilité de joindre les deux, il y a la question justement d'entendre le patient. Entendre un patient douloureux, en général on l'entend parce qu'il va pleurer, parce qu'il va crier parfois, parce qu'il va nous dire où il a mal, mais on l'entend, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? C'est vraiment une interrogation que je me pose et qu'on se pose au quotidien. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute ce qu'il met derrière cette douleur? Est-ce qu'on écoute vraiment où il a mal? Donc on l'a vu avec le petit verbatim tout à l'heure où le monsieur avait mal au dos et en fait il y avait d'autres choses derrière. On va souvent se focaliser sur quelque chose de très protocolisé, notamment à l'hôpital, où la prise en charge de la douleur c'est une des priorités, c'est un de nos critères principaux. Donc voilà, on va aller très vite. Vous avez mal où? Vous avez mal à combien? Ou au mieux on a les réglettes. Donc on va être dans quelque chose d'assez rapide en fait, où on va vouloir prendre en charge très rapidement cette douleur et où on se laisse pas le temps de la relation de soins. J'ai découvert du coup en travaillant maintenant en lieu de vie qu'on a une approche assez différente en fait de cette prise en charge de la douleur, où on va être beaucoup moins dans tout ce qui est protocole. On va pas forcément sortir la réglette, on va pas forcément demander vous avez mal à combien. Déjà parce que demander à vous avez mal à combien à un patient dément ou à un patient schizophrène, forcément c'est très compliqué. Donc on va devoir trouver d'autres ressources, d'autres manières de faire pour vraiment écouter le patient ou le résident qu'on a en face de nous. J'ai un exemple en fait en masse où justement cette histoire de protocole moi m'a beaucoup questionné. Comment on fait justement pour aller au-delà des protocoles et comment on va devoir en tant que soignant laisser place aussi à l'intuition, laisser place à intuition. Je sais que c'est un mot qui est pas très utilisé en médecine parce qu'on aime bien être dans l'objectivité, et pourtant je pense qu'il y a une grande part de ça. Les soignants connaissent bien leurs résidents et souvent ils vont nous dire là il y a quelque chose qui va pas. On n'arrive pas à mettre de mots dessus. En psychiatrie, la douleur, elle est aussi particulière, donc on va pas forcément avoir les signes qu'on peut trouver. Il va pas forcément y avoir la grimace, il va pas forcément y avoir les gémissements, il va pas forcément y avoir de rétractation. Et pourtant, mine de rien, les équipes, elles savent qu'il y a quelque chose qui va pas.
Donc venant du milieu hospitalier, pour moi c'est très rationnel, il y a quelque chose qui va pas, on va l'envoyer à l'hôpital. En l'occurrence, notre résidente revient sur la radio aérienne, on est rassuré. Toujours dans quelque chose d'assez très protocolisé, d'assez un cheminement en fait. Et elle revient et les soignants continuent à nous dire non mais là vraiment il y a quelque chose qui va pas. La patiente ne communique pas et on n'arrive pas à dire mais voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait en refaisant d'autres images, on se rend compte qu'elle a le bassin multifracturé. Donc effectivement elle avait mal, effectivement c'était pas les codes habituels et pourtant les soignants au-delà de nos échelles, au-delà de nos protocoles habituels, il y a quand même quelque chose qui les a alertés. Et j'insiste sur cette situation parce que pour moi, elle met vraiment en lumière le fait que dans les lieux de vie, la relation de soins, elle est un peu différente. Il y a le quotidien, on passe 10 heures de notre journée avec eux, on les connaît depuis de nombreuses années et forcément, il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se noue au niveau de la relation et qui permet finalement un autre éclairage un peu moins traditionnel que ce qu'on peut avoir dans le milieu médical habituel. Ça me permet aussi de faire un petit point parce que c'est assez rarement abordé. La prise en charge de la douleur ou de tout ce qui est somatique chez les patients atteints de maladies psychiatriques est très compliqué. On connaît pas bien et trouver des endroits où ils peuvent vraiment être pris en charge somatiquement, c'est assez difficile et du coup on peut passer des fois à côté de maladies graves ou de douleurs vraiment extrêmes sans vraiment s'en rendre compte. Et moi c'est vraiment aussi une des interrogations, un point sur lequel je voulais insister parce que ça pose question sur l'accès aux soins pour tous et à tout moment. Dans cette question de la douleur, donc là on voit qu'il y a la question du diagnostic qui s'est posée. Cette dame où on savait pas trop, finalement on se rend compte qu'il y a bien quelque chose qui va pas. Ça nous amène à la question du diagnostic. Pardon. En tant qu'infirmier, normalement on n'a pas de diagnostic à poser, c'est le médecin qui fait. Dans les hôpitaux, quand il y a un diagnostic à faire, il y a des infirmières, il y a des consultations d'annonces, il y a des choses toujours pareilles qui sont assez protocolisées. Pourtant, dans des situations d'urgence ou alors dans des situations en lieu de vie, nous, infirmiers, on se retrouve à participer avec le médecin soit à l'annonce du diagnostic, soit à la reprise, on va dire dans un deuxième temps de ce diagnostic. Un autre exemple, un patient qui est dément, qui va à l'hôpital, il n'est pas forcément accompagné par sa famille, il n'est pas forcément accompagné par quelqu'un de l'EHPAD, on lui pose un diagnostic de cancer, il revient, il a rien compris, on doit reprendre derrière, et ce pendant plusieurs jours parce qu'il va oublier, parce qu'il va pas comprendre, et comment on se dépatouille de tout ça, comment finalement on met aussi encore des mots parce qu'il a mal effectivement, mais comment nous on lui explique qu'il a mal pour ça et comment on lui réexplique plusieurs fois par semaine, etc. C'est quelque chose qui est assez, ou par moment dans les lieux de vie, on peut se sentir aussi un petit peu seul. Le lien entre l'établissement hospitalier avec le lieu de vie, c'est pas forcément toujours fluide et ça pose vraiment question sur l'accompagnement qu'on peut faire en lieu de vie, comment on peut le faire et comment on peut le faire au mieux. Donc on a des médecins coordinateurs, heureusement on a cette chance-là, mais du coup il faudrait peut-être aussi qu'on réfléchisse à comment on arrive à mieux travailler en intra et en extra hospitalier pour cette suite en fait des diagnostics, parce que c'est aussi hyper angoissant pour le résident qui a mal quelque part et qui ne comprend pas pourquoi il a mal. On va lui donner des médicaments mais il va pas forcément les vouloir, il va pas forcément comprendre que c'est important ou ce genre de choses. À l'inverse, quand j'étais en hospitalier, il y avait aussi sur la question du diagnostic une question qui m'avait beaucoup, ça a été un peu abordé ce matin, qui m'avait pas mal interpellée, sur ce que le patient met derrière ce diagnostic. On avait un patient qui était venu, il avait mal au dos, il s'avère qu'en fait il avait une tumeur à un tout autre endroit, et du coup tout ce qui se joue autour de toutes les représentations qu'il se fait autour de ce diagnostic et comment nous on s'en dépatouille encore une fois en tant que soignant, comment on arrive à mettre un sens qui pour nous est logique et pour lui qui ne l'est pas. Encore une fois, la relation soignant-soigné, pour moi c'est vraiment une relation qui pas
pas égale, parce qu'on sait qu'elle est pas égale et elle est de toute façon différente, mais c'est comment on arrive à se retrouver, comment nous on arrive à mettre des mots, comment eux ils les entendent et comment on arrive à accepter leurs mots. Souvent justement cette asymétrie de la relation de soins, on va dire nous on sait, et du coup on n'accepte plus d'entendre ce que eux ils mettent derrière les choses, ce que nos patients mettent derrière cette douleur, ce que notre patient met derrière cette annonce de diagnostic, et on se recroqueville un petit peu derrière notre blouse, et on a du mal finalement, on voudrait qu'ils prennent notre parole, mais on a du mal à accepter la leur. Et je pense que c'est vraiment important dans notre pratique en fait qu'on accueille cette parole et qu'on se dise pas la parole doit être dans un seul sens, ou alors j'entends mais j'écoute pas et je ne dialogue pas. Une éthique spécifique pour moi ça va vraiment être ça va être l'éthique de la communication en fait, ça va vraiment être on communique en équipe, mais on communique aussi avec le patient, on communique aussi avec son entourage. La question de l'entourage, elle est assez complexe. Autant en milieu hospitalier, la question de l'entourage ne m'avait pas trop perturbée. On sait, ça c'est encore une fois réglementé, personne de confiance, elle peut venir pendant l'entretien, etc. Là, je découvre en lieu de vie toute la complexité en fait de la relation aussi avec l'entourage. C'est quelle place on leur laisse en fait. On est dans leur quotidien 10 heures par jour pendant des années. Les familles viennent de temps en temps ou viennent très souvent. Et c'est quelle place ils ont dans cette relation, quelle place on leur accorde. Encore une fois, je pense que c'est à nous vraiment de faire le pont vers dans cette relation un peu tripartite. Comment on peut leur faire prendre conscience qu'ils sont des leviers, qu'ils sont des aides, qu'on est là aussi pour eux, et comment ça peut, le fait de travailler ensemble, ça ne peut qu'aider nos résidents. C'est pas du tout une vision idéaliste que j'ai, hein. Il y a parfois des familles avec qui ça se passe de manière très compliquée, où pareil, il faut qu'on soit aidé tant avec nos psychologues pour l'équipe, pour les familles et pour nos résidents, parce que toujours dans le thème de la douleur, on a eu le cas où l'équipe savait que notre résidente était douloureuse. Alors là, pour le coup, on avait tous les signes, hein, les gémissements, le visage, on avait vraiment tout. On savait elle était en fin de vie, on savait qu'elle était inconfortable, on savait qu'elle était mal. Mais la famille qui nous dit non, c'est pas vrai, non, vous ne faites rien, non, vous arrêtez, vous ne donnez pas de traitement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La dame n'est plus en mesure de communiquer son accord, n'est plus en mesure de nous dire est-ce qu'elle veut des traitements, est-ce qu'elle veut pas des traitements. Et la famille est extrêmement vindicative en nous disant vous ne faites rien. Et nous, on est là et l'équipe est là, donc les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmiers au quotidien, 10 heures par jour, qui voient cette malade souffrir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est toujours très compliqué. Donc toujours pareil dans cette éthique un petit peu, dans cet esprit d'éthique et d'équipe. On se réunit, on discute, on essaie de communiquer avec la famille. Donc là, on a réussi finalement en fin de vie à introduire des traitements morphiniques, mais c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos et ça pose vraiment la question de comment on arrive, toujours pareil, j'avais beaucoup insisté, je suis désolée, je radote un petit peu, mais sur cette question de la relation. On n'est pas au-dessus, on n'est pas à côté, il faut vraiment qu'on soit ensemble en fait, avec nos résidents, avec leur entourage. Je fais très vite, le sentiment d'impuissance, la situation avec Notre-Dame et sa famille, je pense que elle est assez parlante. Oui, c'est compliqué. Je pense que dans notre métier, on a aussi un petit peu le complexe de la blouse blanche. À partir où on l'enfile, on a envie que ça aille bien, qu'il guérisse, qu'il n'ait plus mal et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, la réalité, c'est pas ça. On est obligé de faire avec, pas forcément des échecs, mais de faire avec la réalité du jour, en fait, où des fois, non, la douleur, on n'arrivera pas à la traiter, non, la situation ne sera pas la plus idéale du monde. Et même si on se cache derrière nos protocoles, le protocole finalement il est assez rassurant. On va se dire j'ai fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on fait quand même quand on voit que nos protocoles on en arrive à bout? Comment on y arrive? Le lieu de vie en plus c'est assez particulier. On n'a pas les mêmes thérapeutiques, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes moyens humains non plus. Donc on est assez limité. Avec toujours la question de est-ce qu'il vaut mieux qu'il décède avec nous, entouré de gens qu'il connaît, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il décède médicalisé avec des techniques de pointe, mais du coup dans un environnement inconnu dans lequel on aura un petit peu déraciné de ses habitudes. Je fais vraiment très très vite, je suis désolée, je me suis un petit peu étalée au début. Sans s'exposer, c'était le dernier thème, comment on fait pour ne pas s'exposer, nous partager sans s'exposer en tant que soignant. Alors là pour le coup je suis pas sûre que ça soit possible, parce que je crois vraiment qu'on est dans une relation et qu'on n'est pas neutre en fait. La blouse n'est pas une armure, la blouse ne nous protège pas. Donc si on nous dit toujours l'empathie, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre à la place de l'autre, de le comprendre, mais de ne pas prendre la souffrance de l'autre.
sans aller jusqu'à dire qu'on prend la souffrance de l'autre, notamment la souffrance des familles où on n'est pas leurs proches, on n'est pas leurs enfants, donc on n'a pas à prendre ces souffrances. Mine de rien, on est quand même affecté. Et mine de rien, je pense que le fait d'être touché par les situations qu'on rencontre, c'est quand même la preuve qu'on est des êtres humains et qu'on est dans une relation humaine, en fait. Et je pense que c'est très important dans la relation de soins de remettre un peu d'humain. Le dernier petit point, je sais que ça va être abordé tout à l'heure, c'est sur la souffrance des soignants. Là, moi, je vais rester sur la douleur, parce que partager sans s'exposer, en fait, le corps soignant, le corps physique soignant s'expose. Les corps sont abîmés, les corps sont fatigués, et on voit beaucoup, en fait, de soignants qui, à force de, je sais pas si c'est à force ou tout simplement pris dans leur travail, s'oublient. On s'oublie. Moi, j'ai des collègues qui sont venus travailler avec des genoux qui avaient enflé 2-3 fois, en fait, dès qu'ils sont complètement bloqués, mais qui viennent quand même travailler. Le corps, la douleur des patients ou des résidents, on la prend en compte et on essaye vraiment de faire tout pour, mais notre propre douleur, notre propre corps, finalement, on a tendance à l'oublier. Et peut-être que si justement on était plus dans une relation qui tend vers une horizontalité et plus une verticalité, peut-être que nos propres corps auraient un peu plus de valeur également. Je suis désolée d'avoir été un petit peu long. C'est vraiment important ce que vous dites. C'est vrai qu'on parlera de la souffrance des soignants tout à l'heure, mais c'était plus sous l'angle, effectivement, souffrance psychique, morale. Beaucoup de soignants oublient de se soigner eux-mêmes. Alors je sais pas, c'est parce que peut-être ils veulent pas passer de l'autre côté du miroir et devenir patient ou malade, ou alors tout simplement parce qu'ils mettent leur devoir de soignant avant tout, avant eux-mêmes leur propre santé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit fréquemment dans les hôpitaux. Donner l'équipe, parce que si là je pars, du coup ça fait une personne de moins. Et puis il y a aussi quelque chose, je pense, de complètement inconscient, où le corps s'efface à un moment donné, où physiquement elle devrait avoir mal et où en fait elles nous disent mais non ça va, alors que c'est impossible qu'elle n'ait pas mal.